Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler du troisième volet de la saga Le Flic de Beverly Hills, donc sobrement intitulé Le Flic de Beverly Hills 3, puisque ça y est, c'est confirmé, cet été sur Netflix sortira le quatrième opus, je ne sais pas encore quel titre français il aura exactement, et donc pour cette deuxième suite, à l'époque, 7 ans après le second réalisé par Tony Scott, c'est un certain John Landis qui s'y colle et qui remet donc au goût du jour à l'époque et à sa sauce les aventures d'Axel Foley, interprété évidemment par Eddie Murphy. De retour au casting, nous avons Judge Reinhold, oui, mais pas John Ashton, non. Taggart n'est pas présent, il a pris sa retraite à Phoenix, soi-disant, alors qu'il devait avoir même pas 50 ans à l'époque, hein, et que visiblement il sera dans le 4, mais bon, l'acteur n'a pas pu donc faire son retour à cause d'un emploi du temps bien chargé. Je crois que Ronny Cox non plus a pas pu et a refusé. Bref, qui avons-nous quand même de retour aussi? C'est peut-être plus étonnant, mais Bronson Pinchot du premier volet, dans le rôle de Serge, qui ici va vendre des armes à feu. Bon, il y a aussi Gilbert R. Hill, le patron d'Axel Foley, l'inspecteur Todd, qui va être très central à l'introduction de ce métrage. Parmi les nouveaux venus, nous avons Hector Elizondo qui remplace clairement John Taggart, enfin John Ashton ici dans son personnage. Le méchant est joué par Timothy Carhart, qu'on retrouvera en tant que méchant avant dans Thelma et Louise et même dans la série 24 heures chrono. Il aimait bien jouer des méchants. Et le love interest de Axel Foley dans ce film est joué par Teresa Randall, qu'on avait pu voir dans la saga Bad Boys. Sera-t-elle dans le 4 Je crois pas, parce qu'il y a sa fille normalement dans le 4 à Axel Foley. L'a-t-il eu avec elle? Il y a John Saxon qui est présent aussi, et tiens, on va le citer, quand même, un casting assez riche. L'oncle Dave, qui est le propriétaire du parc d'attractions, hein, là, et donc interprété par Alan Young, qui était la voix de Picsou, notamment. Et ça tombe bien parce qu'en VF, c'est Philippe Dumas qui s'y colle, qui était aussi la voix de Picsou. Donc, hein, ils ont eu de la suite dans les idées dans l'adaptation française. Bon, bah, c'est pas une surprise, mais notre cher Axel Foley, dans ce nouvel opus, Flic de Détroit, donc, va être une nouvelle fois appelé en Californie et débarque à Beverly Hills, où tout s'est rendu plus moderne. Hein. Notre cher inspecteur Rosewood est gagné, on va dire, en galon, enfin c'est ce qu'il croit. Il surveille un petit peu les zones là, hop, comme ça, sur une carte, et il faut appeler l'interphone en plusieurs langues maintenant pour pénétrer dans le commissariat. Mais pourquoi Axel Foley est de retour en Californie? Non, il ne vient pas juste faire coucou. Mais, parce qu'il y a eu un drame vraiment lors d'une intervention soi-disant bénigne à Détroit de nuit, qu'il a mal jaugé, enfin c'est juste un hasard, il n'a pas appelé de renfort, d'ailleurs son chef lui en veut un petit peu sur le papier, et malheureusement il va tomber dans un traquenard, une affaire de faux billets, tout ça, qui va finir en règlement de compte, mené par le méchant Timothy Carhart, hein, voilà. Et du coup, comme Axel Foley s'en veut beaucoup, parce que ce qui se passe c'est quand même dur et violent, hein. Je vais pas spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais bon. Eh bien, il va vouloir se venger et retrouver la piste de ces méchants, vilains criminels, avec donc, comme indice, une serviette, là, enfin, des trucs qui ramènent à ce fameux parc d'attractions qui est Wonderworld, voilà. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais découvert à l'époque ce film sur Canal+. Et donc, évidemment, Axel Foley va batifoler entre deux attractions et aller dans les souterrains et voir ce qui se cache derrière des attractions qui ne sont plus mises en service. C'est très étrange, tout cela. Et j'ai gardé un bon souvenir de ce film que, franchement, je l'avais vu qu'une fois sur Canal+. Parce que Axel Foley avec les attractions, à un moment déguisé, il se fait taper par un gamin parce qu'il fait mal, forcément, il est undercover, mais ça marche pas pour les gamins, ça. C'est très drôle, ça. Et oui, la scène de sauvetage des gosses aussi, sur cette grande roue, il y a des choses, voilà. Des petits trucs, parc de dinosaures à un moment, parce que c'est sorti un an après Jurassic Park. Vous voyez l'importance de ce grand film de Spielberg dans la pop culture, y compris dans d'autres films. Et bah, en le revoyant, aïe, ah, disons que c'est pas mal, mais c'est sans envergure, je trouve.
Mais ça reste sympathique parce que ça se prend moins la tête que le 2 qui voulait être un truc d'actionneur années 80 très forcé, un peu trop too much. Là on est dans le so much, c'est en dessous. Finalement, un des trois voilà, que j'ai revu, c'est le premier qui reste le meilleur, qui est plus équilibré et qui présente bien l'ensemble. Là il manque quand même Taggart. C'est assez embêtant, il n'est pas du tout bien remplacé par l'autre, qui s'appelle John aussi. D'ailleurs, c'est dommage. On perd peut-être aussi ce trio, et même si Billy Rosewood, voilà, il est amusant, à la fin il se prend pour une sorte de cow-boy. Voilà, il aime bien, hein, il a pris goût surtout à ça dans le 2. Mais bon, heureusement Eddie Murphy fait le café, bon sa petite romance, là c'est pas très important, pas très intéressant. Mais j'aime bien ses interactions donc, et sa façon de se déplacer dans les décors de ce parc d'attractions, sa relation avec l'oncle Dave, là aussi, le chef hein, de ce parc qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on utilise donc son endroit qu'il a créé pour le rêve de tout le monde à des fins de fausse monnaie. Forcément, il se fait un peu avoir, et il se rebelle aussi. Mais sinon, franchement, bon, ça manque de relief. Y compris dans les dialogues, y compris dans l'humour et dans les scènes d'action, même s'il y en a 2-3 sympathiques. Et le scénario qui est très tout droit et le personnage de Serge par exemple qui redébarque, moi je veux bien, c'est du fan service, mais il est devenu vendeur d'armes, il y a des petits moments comme ça où ça simplifie l'intrigue aussi. Après, hein, voilà. Il fallait bien ramener quand même quelqu'un vu qu'il y en a qui étaient parvenus des opus d'avant. Et c'est John Landis derrière la caméra, alors c'est clairement pas forcément son meilleur, on va dire, travail à la mise en scène, loin de là, mais comme c'est John Landis, on a des ajouts à la John Landis, notamment dans ce garage au début qui va se faire attaquer. Avant, vous avez les garagistes qui se mettent à chanter comédie musicale, c'est les Blues Brothers. C'est gratuit, mais pourquoi pas, je crois que c'est une chanson des Supremes, hein, mais c'est drôle, et c'est peut-être l'une des meilleures scènes du film en fait. Et il y a plein de caméos, comme dans beaucoup de films de John Landis. Il y a même George Lucas à un moment qui fait coucou et qui peut pas prendre le manège, il est pas content. Ray Harryhausen, et plein. Hein. C'est un beau bazar quoi. Là aussi, mais au final, tu vas retenir juste des petits à côté comme ça. L'intrigue principale, ouais, bon, ça donne un bon final quand même. Il y a quand même un petit jeu de piste comme ça, où il y a un personnage qui va révéler son vrai visage aussi. Oh, c'est quand même très téléphoné. Puis c'est pas très bien introduit non plus au niveau de certains protagonistes plus ou moins secondaires. Bon, il y a le méchant au début, on le voit, oui, il est très méchant, hein, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je gardais le meilleur souvenir de ce film parce que je l'avais vu en mode récréatif, tranquille vraiment, avec le côté parc d'attractions et tout, et avec cette chanson un peu saoulante qui revient souvent, d'ailleurs c'est un gag à la fin avec un des gangsters qui dit « Il faut arrêter ce truc, ça ne peut plus !» Mais sinon, ouais, c'est quand même très années 90, alors je vais avoir une petite attache, parce que ça rappelle des petits trucs de l'adolescence, et c'est vraiment ancré dans son époque, mais le film a été un fiasco hein, aux États-Unis, ça a mis fin à la franchise, jusqu'à 30 ans après, ouais. Mais ouais, non, bon, je le garderai peut-être plus dans mon cœur que le 2, parce que j'ai du mal avec le 2, j'ai expliqué pourquoi, même si vraiment, sur le plan spectaculaire, il est abouti en mode blockbuster, et là-dessus, on s'ennuyait jamais. Mais là, ouais, dans le 3, parfois, on s'ennuie. Hein, même si John Landis essaye de faire ce qu'il peut, Eddie Murphy aussi. Mais ouais, le 3, ouais, bon, voilà. Je sais pourquoi, maintenant, un peu plus, il est moins apprécié que les autres. Enfin, dans ma mémoire, je trouvais ça injuste, mais peut-être pas. Enfin, après, voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Peut-être que vous l'aimez beaucoup. Mais est-ce que vous le trouvez dispensable hein? À vous la parole dans les commentaires. Et est-ce que vous attendez le 4e opus avec impatience? J'ai pas vu la bande-annonce, hein. Elle existe. Mais j'attendrai de voir cela plus tard, quand le film, lui, existera pour tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!